Bien le bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle pause discussion après un petit temps. Et aujourd'hui, je reçois Anna DeWitt, qui est éditrice chez Parla Édition. Bonjour Madame DeWitt. Bonjour monsieur, Tout d'abord, merci d'être venue. merci à vous de m'avoir invité. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours et nous dire ce qui vous a poussé à créer Parla Édition plutôt que de rejoindre un truc qui était déjà existant? Alors, qu'est-ce qui m'a poussé à créer Parla Édition? Alors, il faut savoir que le milieu de l'édition, c'est un milieu qui est génial, mais qui est très bouché. Donc, moi, après mes études secondaires, j'ai décidé que je voulais faire les romanes, avec toujours la piste de prof, parce que quand on fait les langues romanes, on nous dit toujours vous finirez prof. Et c'était un métier qui me tentait, mais je voulais garder l'esprit ouvert. Donc, je me suis lancée dans les études. J'ai découvert plein de choses, j'ai découvert plein de gens, j'ai trouvé mes études absolument fascinantes. Au moment de choisir mon master, c'est poser un choix. Tiens, est-ce que je me lance dans le métier, dans le master pour être prof, ou est-ce que je me lance dans autre chose? Et je me suis dit, je sais que prof me plairait, mais j'aimerais bien avoir une corde de plus à mon arc, et donc je me suis lancée dans le métier en édition. J'ai découvert un milieu que je connaissais en fait pas. On pense connaître, hein, on pense savoir plus ou moins comment ça fonctionne. En fait, on ne connaît pas du tout. J'ai découvert toutes les arcanes des différents métiers du livre, toute la chaîne du livre, à quel point elle peut être fragile à certains moments. Et en deuxième année de mon master, on nous invitait à faire un stage. Et donc, j'ai eu la chance de faire un stage dans une structure de diffusion-distribution, qui est justement un des maillons un peu inconnus de la chaîne du livre, avec une copine à moi qui faisait ses études en même temps, qui s'appelle Axel Renard. On a fait le stage au même endroit dans cette fameuse structure. Le boss était très jeune et donc à la fin de notre stage, il nous a dit, il savait qu'on avait toujours voulu faire de l'édition, mais que voilà, moi j'avais choisi de faire mon stage dans un maillon un peu inconnu en me disant l'édition c'est peut-être ce qui est le plus évident. Je me trompais. Et à la fin de notre stage, il nous a dit moi j'ai envie de mener des projets avec vous. Si l'occasion s'offre, lançons une maison d'édition ensemble. Moi j'ai les fonds, vous avez les compétences, on pourrait faire ça. Et en fait, 3 jours après cette discussion avec lui, on a reçu un manuscrit. Il a reçu un manuscrit de celle qui est devenue notre première autrice, Madeleine Bosley. Il nous l'a transféré et on a adoré et donc on a comme ça décidé de se lancer. Alors pourquoi une nouvelle structure et pas une structure existante? Ce que je vais dire va décourager peut-être certains, mais il y a peu de place dans les structures existantes, notamment parce que c'est un milieu qui est foisonnant d'énergie, mais qui du coup attire beaucoup de gens. Et donc au bout d'un moment, ça coince un peu. Et ici en plus, c'était l'idée de, en créant notre structure, pouvoir apporter ce que nous on voulait, avec au départ vraiment pas d'ambition d'en faire un métier à temps plein, mais vraiment l'ambition de pouvoir mettre notre patte dans le monde. C'était vraiment plutôt ça. Et donc l'occasion s'est offerte et on a lancé cette structure qui au départ s'appelait Pardage, donc ça s'appelait pas Parla. Et puis les locaux de ce fameux diffuseur-distributeur étaient à Pepinster, pardon. Et donc en 2021, tout ce qu'on avait accompli jusque-là, c'est littéralement fait prendre dans les eaux par les inondations de juillet. Et puis après, on n'a plus eu trop de contact avec celui qui était notre associé, dirigeant. C'était pas très clair la relation de boulot qu'on avait. Et puis s'est posé la question, tiens, qu'est-ce qu'on fait en fait? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on arrête? C'était un peu décourageant de se dire que tout ce qu'on avait fait avait disparu, qu'on n'avait pas réussi à trouver un accord avec celui avec lequel on travaillait avant, que pour continuer le projet sous des bons termes. Donc c'était un peu décourageant. Et moi, à cette époque-là, moi personnellement, j'étais déjà prof. En fait, j'avais effectivement fini par faire le master de prof et j'étais devenue prof. Et j'adore mon métier d'enseignante, c'est vraiment c'est un plaisir de tous les jours. Mais l'école, c'est un milieu où on est vite fermé. C'est un enclos, un enclos, ça fait très bestial, mais les élèves, ils rentrent tous les jours dedans et on passe toute la journée avec eux. Ils peuvent sortir sur le temps de midi, mais ils doivent revenir. C'est tout le temps les mêmes personnes. Alors oui, il y a un peu de mouvement, mais on était vite en vase clos, voilà, plutôt comme ça que je vais le dire. Et la maison d'édition permettait en fait de rencontrer de nouvelles personnes, d'ouvrir les horizons et de continuer à mettre notre patte dans le monde d'une autre façon. Et donc, on s'est posé avec Axel, qui était mon associé depuis le début, et on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? Et on a décidé avec celle qui était déjà la graphiste de notre premier projet et qui est devenue membre à part entière de la maison d'édition, qui s'appelle Wendy Herbrand, de fonder du coup Parla Édition. Et quand on regarde la ligne éditoriale de Parla, vous vous consacrez principalement au récit de vie et au témoignage. Pourquoi ce choix? Alors, pour deux raisons. La première, c'est que le premier récit qu'on a reçu, ce fameux récit de Madeleine Bosley, c'était un récit de vie en fait. Alors, romancé, c'était un roman, mais qui s'inspirait de son expérience. Elle a perdu ses 2 enfants et c'était en fait
son histoire transposée dans le futur. Et donc, ça s'est un peu imposé à nous. Et en fait, on s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Est-ce que c'est juste un récit de vie qu'on fait et puis après on fait un peu ce qu'on veut, ou est-ce qu'on décide de fixer une ligne éditoriale fixe? Et en fait, on s'est dit, dans le monde éditorial qui pullule de livres littéralement, nous, on voulait avoir justement cette ligne éditoriale stricte, fixe, de sorte à ce que non seulement ce soit plus facile de choisir les manuscrits qui peuvent rentrer dans notre maison d'édition, parce que ça cadre très fort, mais aussi que sur le marché du livre, dans les librairies par exemple, on finisse par être connu, et donc que les gens en voyant Parla Édition, Pardage à l'époque, puissent se dire, ok, ça je sais ce que ça va être. Et puis en fait aussi, en fait, il y a 3 raisons. La troisième, c'était que on trouvait, pour le meilleur et pour le pire, mais que quand on lit un livre et qu'à la fin on sait que c'est une histoire vécue, on le reçoit très différemment. Et on le reçoit généralement, les émotions vont être décuplées et on va se dire, waouh, ok, il y a vraiment des gens qui ont vécu ça, quoi. Et ça crée chez le lecteur un affect particulier vis-à-vis du livre, vis-à-vis de l'auteur, et ça nous ouvrait la porte à traiter de plein de thématiques de société dont en fait on ne traite pas beaucoup. Donc voilà pourquoi le récit de vie, le témoignage, même romancé. Et comment est-ce que les valeurs de partage, d'empathie et de transmission influencent concrètement le travail d'édition chez Parla? C'est une très bonne question. En fait, ça va déterminer plus ou moins tout, du choix du manuscrit jusqu'à la réalisation du livre et sa promotion. Donc, d'abord, dans le choix du manuscrit, donc, comme je le disais juste avant, nous, on a pour but de traiter de sujets forts, mais qui sont souvent des sujets très difficiles. Donc, on doit nous approcher avec beaucoup d'empathie. On a traité donc une maman qui avait perdu ses 2 enfants assassinés. On a traité une femme qui a eu un parcours de PMA, donc de procréation médicalement assistée, très compliqué. On a traité une autrice qui a une maladie génétique dont elle ne sera jamais débarrassée. Donc ça, ce sont des thématiques où, imaginez, je venais avec mon gros sabot d'éditrice et je leur dis « Oh, cette phrase-là, c'est vraiment moche » ou « Oh, tout ce passage-là, c'est dégueulasse, tu m'enlèves ça ». Un peu compliqué. Donc, l'empathie se travaille principalement dans la relation directe avec l'auteur, l'autrice, la plupart du temps, qui a vécu quelque chose de souvent pas évident et qui vient vers nous en disant « mais je veux transmettre ». Je veux transmettre, la plupart du temps en disant le point de départ, c'est moi j'ai besoin de me délester, mais le fait d'écrire, ça m'a aidé à me rendre compte de ce que j'ai vécu, et maintenant je pense que mon histoire pourrait aider d'autres, pas en disant c'est moi la reine du sujet, mais en disant ce que j'ai vécu, peut-être que d'autres sont en train de le vivre, et moi j'avais pas les clés, mais peut-être que moi je peux donner les clés. Donc la transmission, elle est là aussi. Elle est dans les sujets de nos livres qui ont pour but de transmettre des histoires, transmettre des vécus. Et alors, donc il y avait transmission, empathie, et le premier c'était, je ne sais plus ce que vous m'aviez dit. Le partage. Oui, le partage. Alors le partage, on est pareil dans la transmission, on est dans cette idée que on partage des histoires à notre lectorat, mais nous aussi on va partager énormément avec nos autrices. Et ça, c'est un vrai plaisir, et on partage, donc je vous parlais de tout le processus, on partage vraiment du début, où quand on travaille le texte, on est en échange avec elles. Donc c'est pas du tout, on n'a pas pour vocation d'imposer notre vision. Bon, il y a des choses, si elles me font une faute d'orthographe, je ne vais pas leur laisser la faute d'orthographe, évidemment, mais s'il y a des tournures de phrases que je vais questionner, justement, je vais les questionner, pas les imposer. Et alors, jusqu'à la fin, le choix des couvertures, le choix de la mise en page, et puis le choix des événements. Si une autrice me dit « je n'aime pas du tout cette émission, je n'ai pas envie d'y aller », je ne vais pas lui dire « ah si, hein, il faut absolument y aller ». Donc c'est vraiment dans ce sens-là aussi qu'on pratique ces valeurs. Est-ce que vous êtes à la recherche de profils d'auteurs ou d'autrices particuliers, ou êtes-vous ouverte à tout type de récits qui vous touchent? On est ouvert à tout type de récits qui nous touchent. Et alors, la ligne éditoriale cale déjà pas mal. Et il y a quand même des sortes de récits qui nous paraissent plus importants que d'autres. Maintenant, j'ai pas du tout envie de commencer à hiérarchiser des vécus, c'est pas ça. Mais l'idée, c'est qu'on aime que nos livres puissent transmettre un message. Et donc, c'est vrai qu'un livre qui va se contenter de raconter une vie sera peut-être moins percutant pour nous, pas moins bon pour autant, mais peut-être moins percutant. Et alors, au fil des années, les femmes semblent s'imposer à nous. Donc, on a dans notre catalogue de livres, on a un homme avec qui ça a été très chouette de travailler, hein, c'est pas du tout ça, mais ce sont beaucoup de femmes qui viennent vers nous, je pense aussi parce que nous, on est une équipe de femmes.
Donc même si nous, on ne recherche pas nécessairement le féminin nous trouve parce que je pense que c'est d'une certaine façon, c'est ce qu'on dégage et que être une femme qui écrit, on se dit que dans une équipe de femmes, on se sentira peut-être plus à l'aise, plus reconnue, plus comprise aussi. Mais nous, on ne cherche pas particulièrement. Alors, il y a des sujets qu'on aimerait bien aborder, qu'on n'a pas encore abordés, par exemple l'immigration. Avoir un témoignage d'une personne qui a subi un parcours d'immigration, qui est passé par ça, ça nous intéresserait beaucoup. Mais on ne ferme pas la porte à certains sujets. Et comment conciliez-vous votre travail d'édition de votre sensibilité pédagogique ou littéraire? Ah, ça, c'est une bonne question. Ici, en l'occurrence, on s'apprête le mois prochain à sortir notre première collection jeunesse. Et donc, c'est vrai que moi, en tant qu'enseignante, c'est vraiment un très, très chouette projet à mener parce que je l'ai vraiment réfléchi en me disant, tiens, mes petits élèves, voilà ce qu'ils pourraient avoir entre les mains. Et en plus, moi, je suis forcément enseignante de français, donc c'est un cours où on parle beaucoup, où on a pour vocation de les faire se questionner sur le monde qui nous entoure. Et c'est vrai que c'est pas toujours facile en tant que prof de français de trouver des lectures qui vont les toucher assez que pour ouvrir le dialogue. Parce que c'est vraiment compliqué de toucher un adolescent avec un livre, hein, ça c'est pas évident. Et donc ici, avec cette collection jeunesse, mes deux métiers vont se rencontrer, vont se croiser. Je disais justement à une amie dernièrement que je me sentais très alignée avec cette collection parce que ça allait vraiment, ça faisait se rencontrer mes objectifs de transmission, de mettre une patte dans la société, d'ouvrir la discussion sur des sujets tabous ou pas tellement tabous, mais qu'on a du mal à aborder, par exemple le deuil. Et mon métier d'enseignante où parfois je suis amenée à avoir ces discussions avec des jeunes et j'ai pas toujours les clés pour le faire. Donc c'est comme ça que ça vient un peu s'agencer. Et puis après, derrière, d'un point de vue pratique, c'est le temps libre pour la maison d'édition et on essaye un peu de jongler entre les deux. Ça demande de l'adaptation, mais c'est l'avantage du métier de prof, en tout cas tel qu'il est à l'heure actuelle, c'est qu'on arrange un peu notre temps comme on veut. Et puis je n'ai pas d'enfant. Et forcément, ça aide beaucoup pour arranger mon temps comme je veux. Et quels sont les défis que vous rencontrez étant une maison d'édition belge francophone, notamment face aux maisons d'édition françaises? La reconnaissance. Ça, vraiment, en un mot, c'est ça. Les maisons d'édition françaises, j'ai beaucoup d'auteurs, beaucoup, qui me disent, vous comprenez, j'ai d'abord essayé en France, mais quand ça n'a pas marché, je suis arrivée en Belgique, comme si on était moins bon et donc c'était plus facile de rentrer. Et donc la reconnaissance de la qualité du travail, et ça dans plusieurs domaines, hein, parce que auprès des lecteurs, les lecteurs ne se rendent pas compte que aussi l'édition belge c'est particulier, ça diffère de l'édition française, et puis auprès des libraires, souvent aussi beaucoup qui ont tendance à avoir un rayon littérature belge, alors que nous sommes littéralement en Belgique. Et donc, c'est un peu ironique d'avoir juste un rayon juste pour nous, comme si on était un petit truc local qui ne comptait pas, alors que nous sommes littéralement la littérature du pays. Donc c'est à ce niveau-là. Et en fait, la reconnaissance fait que le défi aussi, c'est d'arriver à vendre nos livres. Ça, c'est vrai qu'on est très fiers de la qualité de nos livres. On trouve qu'on fait du très bon travail, sans se jeter des fleurs excessives, mais que les autres se rendent compte que, oui, effectivement, nos livres sont un peu plus chers parce qu'on est des plus petites structures, parce que nous, on imprime en Belgique en plus, donc forcément, ça coûte plus cher, mais que ce n'est pas parce qu'on est belge que la qualité de nos livres est moins bonne. Et il y a aussi cette croyance que l'écrivain belge, parce que nous, on fait que des écrivains belges, du coup, c'est vraiment un positionnement qu'on a pris, l'écrivain belge est moins bon. Il y a une culture, alors chez nous, dans notre pays, ça se sait pas nécessairement, mais il y a une culture très orale. Et la littérature française, même française de France, n'aime pas l'oralité. Elle est très justement dans le littéraire, dans l'écrit. Et donc, quand on a, d'ailleurs on dit, alors c'est pas nécessairement vrai, mais que les Français n'aiment pas les récits de vie, c'est faux. Hein. Ils en ont plein et ils en ont plein des reconnus, mais c'est vraiment une croyance qui reste. Et donc nous, quand on arrive en tant que structure belge, avec nos écrivains belges, et on fait du récit de vie et du témoignage, on a tendance parfois à avoir un peu de mal à atteindre cette reconnaissance. Maintenant, comme je dis à mes autrices, il suffit d'un lecteur qui va nous faire un retour en disant ça m'a aidé, c'est ce dont j'avais besoin à tel moment de ma vie, je dis alors on a gagné. Quoi. Donc, Et qu'est-ce que vous avez appris de votre premier best-seller et qu'est-ce que ça a changé pour les projets à venir? Alors, ce qu'on a appris de notre premier best-seller, c'était que ce n'est pas toujours facile de protéger nos auteurs. Parce que donc, notre premier best-seller, ça a été Entendre, c'est toute ma vie, maman, de Delphine Coipel. En fait, le tout premier, c'était celui chez Pardage, Madeleine Bosley, Certaines étoiles brillent plus fort. Et Certaines étoiles brillent plus fort, parce que c'est donc Madeleine qui raconte la perte de ses enfants.
Et Madeleine est quelqu'un d'excessivement touchant, notamment par sa force de résilience. Et dans son écriture, ça se ressent très fort. Et on a pas mal de lecteurs qui sont arrivés en ayant l'impression de connaître ces enfants qui étaient décédés. Et ça n'a pas toujours été facile de la protéger de ça. Et alors, pour entendre, ce qu'on a appris, c'est que l'auteur fait énormément. Donc ça, Entendre, c'est toute ma vie, maman, c'est le premier best-seller de par là, de Delphine Coppel, qui raconte donc, en tant que maman, elle écrit le parcours de son enfant sourd, donc son deuxième fils qui est né avec une surdité profonde à gauche et moyenne à droite, mais qui donc a dû être appareillé, ce qui a changé le regard des gens. Il a dû aller dans une école spécialisée avec notamment des classes bilingues en français et en langage des signes. Et en fait, Delphine, elle a alors elle est très apaisée, très apaisante, et elle a une force et une envie de transmettre son histoire, et donc elle a été frappée à beaucoup de portes. Et ce qu'on tire comme expérience de notre premier best-seller, c'est que la réussite d'un livre, elle tient vraiment à une bonne association et une bonne collaboration entre l'auteur et sa maison d'édition. Et que les deux ont, surtout en Belgique, dans des petites structures, les deux ont un rôle à jouer et qu'elles doivent le jouer ensemble pour créer justement ce best-seller. Et comment se déroulent les sélections des manuscrits? Quels critères essentiels sont? Alors, depuis maintenant un peu plus d'1 an, nous avons un comité de lecture. Avant, c'était moi qui les lisais, j'étais toute seule, et donc déjà suivre le rythme n'est pas évident. Et en fait, ce qui posait problème et ce qui a mené à la création du comité, c'est que j'étais toute seule. Et j'ai certes un regard d'éditrice, mais j'ai mon regard personnel aussi. Et donc, je pouvais parfois être amenée à très vite repousser un manuscrit parce que simplement, ça ne me parlait pas à moi. Et sans parfois arriver à me dire, mais cherche plus loin, est-ce que ça peut plaire à quelqu'un? Et donc, de cette réflexion, alors on a eu des stagiaires aussi qui parfois avaient un regard tout à fait différent par rapport au mien. Et donc, je me suis vraiment posé la question, enfin, on s'est posé la question en équipe de dire, est-ce que c'est suffisant d'avoir une personne qui filtre les manuscrits? Et donc maintenant, on a un comité de lecture, donc c'est une quinzaine de personnes. Chaque manuscrit qu'on reçoit passe par au moins 3 lecteurs. Si ces 3 lecteurs, j'ai un oui, un non, un peut-être, ça ne m'aide pas du tout, donc je le renvoie à d'autres lecteurs. Et ils sont un filtre avant moi. Donc je ne lis pas les manuscrits en premier parce que sinon, je risque de ne même pas les envoyer à mon comité de lecture. Et c'est en fonction de leur retour que moi, je les lis. Et alors, les critères, le premier, c'est correspondre à la ligne éditoriale. Donc, il faut que ça corresponde, que ce soit inspiré de faits réels, que ce soit un récit de vie, ou en tout cas que ça ait la volonté de transmettre un sujet. Donc, d'aller questionner un sujet de société que l'auteur aurait vécu d'une manière ou d'une autre. Il faut que ce soit pas trop long. Alors ça peut paraître surprenant, mais si vous prenez un manuscrit de 200 pages sur Word, ça va vous donner plus de 400 pages en livre. Il y a peu de personnes qui lisent vraiment 400 pages. C'est énorme. Et rien qu'à tenir en main, parfois, c'est pas agréable. Donc, personnellement, je suis en train de lire un livre de 750 pages. J'ai mal aux doigts quand je lis, quoi. Donc, ça peut paraître bête, mais c'est aussi un aspect sur lequel l'éditeur doit s'arrêter. Et alors, a priori, le manuscrit ne doit pas être offensant ouvertement envers qui que ce soit. Et puis derrière, il faut que ça parle, quoi. Il faut que ça parle, il faut que l'auteur aussi ait envie justement de transmettre. On revient à cette valeur de la transmission, mais ait envie d'échanger, envie que son histoire soit connue et envie de changer le monde en fait à sa petite échelle. Mais il n'y a pas vraiment d'autres critères très fixes. Vous recevez combien de manuscrits par année? Alors, c'est difficile à quantifier. Pour le moment, notre ligne de manuscrits est fermée. Elle rouvrira le 1er mai, mais ça fait un peu plus d'1 an qu'elle est fermée parce qu'en fait, on a eu la chance d'avoir un article publié sur nous dans la Libre Belgique, je pense, je ne me souviens plus exactement, en 2024. Et en fait, en 24 heures, on a reçu 48 manuscrits, quoi. Mais 48 manuscrits, ça prend des années à lire. Enfin, surtout à l'époque, j'étais toute seule. Donc, je dirais qu'en moyenne, quand la ligne est ouverte, on en reçoit entre 2 et 5 par mois, sachant que ça peut venir tout sur la même semaine et puis plus rien pendant 3 semaines, ou 1 par semaine. Donc, c'est un peu variable, mais oui, voilà, je dirais entre 2 et 5 par mois quand la ligne est ouverte. Et quand elle rouvrira, à mon avis, en 10 jours, on va en recevoir une petite vingtaine, je pense. Et vous éditez combien par année? Nous, on édite 4 livres par an pour le moment. Enfin, c'est la première année où on va éditer 4 livres cette année. C'était notre objectif. Donc, quand on s'est lancé, on s'était dit, OK, notre objectif, c'est d'arriver à 4 livres par an chaque année. À voir si plus tard on en fait plus, mais 4, c'est déjà pas mal parce que vu qu'on travaille tout à temps plein sur les côtés, il faut arriver à jongler entre nos métiers. Et
4, ça peut paraître pas beaucoup, mais un livre, c'est 1 an de travail. Et donc, c'est le temps de lancer les projets, le temps de les accomplir. Et en fait, on a aussi l'impression que si on en fait plus, on n'arrivera pas à bien les accompagner après. Donc, on préfère se limiter. Et quel rôle pensez-vous que les maisons comme Parla peuvent jouer dans la société d'aujourd'hui à travers les récits de vie? Mais justement, alors ça peut paraître très utopiste, un peu idéaliste, mais bon, vous verrez, je ne suis pas bien vieille et donc j'ai encore cette volonté de la jeunesse de changer le monde. Mais justement, non seulement donner la voix à des auteurs qui n'auraient pas eu cette voix dans des grosses maisons d'édition alors qu'ils ont quelque chose à raconter, à transmettre, et puis oser, en fait, oser parler de sujets dont on ne parle pas. Voilà, les maladies rares, on entend de temps en temps un documentaire, mais est-ce qu'on va en parler? Est-ce qu'on va confronter? Est-ce qu'on va rencontrer des malades rares? Non. La PMA, après c'est parce que j'approche de la trentaine, donc j'ai de plus en plus d'amis qui essayent d'avoir d'enfants, donc peut-être que c'est une thématique dont moi j'entends parler, mais j'en entends parler sous cap. Personne n'ose vraiment dire, bah moi j'ai eu mon enfant sous procédure médicalement assistée parce que je n'arrivais pas naturellement. Or, il y a énormément de femmes qui vivent ça dans la société. Et donc, qu'est-ce qu'on peut changer? On peut changer cette volonté de parler de n'importe quel sujet ouvertement et en le revendiquant. Et puis derrière, donner la voix à des auteurs belges qui n'auraient pas été publiés chez les Français, mais qui ont quelque chose à dire et qui sont fiers d'être belges et qui ont envie, eux aussi, de participer à un monde meilleur. Et pour finir, quel conseil donneriez-vous à un auteur ou une autrice belge francophone qui hésite à envoyer son manuscrit? Alors, je dirais qu'il faut tenter. Il faut tenter, on ne sait jamais, quitte à recevoir des refus, peut-être qu'on pourra recevoir un moment une approbation. Et même si on reçoit un refus, c'est pas parce que le manuscrit n'est pas bon, c'est parce que potentiellement il n'est pas arrivé au même endroit. Je dirais aussi qu'il existe le milieu de l'auto-édition, hein, donc que c'est possible, mais que ne pas sous-estimer l'édition. Si c'est un métier à part entière, c'est pour une raison. Mais voilà, se lancer, il faut essayer. Et puis si ça marche pas et que le projet tient à cœur, alors on le mène en auto-édition parce que je pense que un auteur qui veut vraiment publier son livre, c'est qu'il en a besoin et c'est que potentiellement il peut avoir un bel impact autour de lui avec son histoire. Donc ce serait dommage de la garder juste pour lui. Merci beaucoup Anna de Witt d'être venue et d'avoir partagé cette belle discussion avec moi. Merci à vous. Merci également à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien.